on a ouvert il y a un peu moins d'un an la téléconsultation pour 2 praticiens du groupe. On voulait évaluer la pertinence du service. Et donc, l'activité s'est faite de manière quand même assez progressive et assez modeste, parce que bon, je pense que vous avez tous des agendas bien chargés et qu'il fallait rajouter des créneaux spécifiques de téléconsultation. Alors, où les mettre? En début de matinée, entre midi et 2, en rognant sur la pause déjeuner, en fin d'après-midi, quand on doit répondre à nos mails et passer quelques coups de fil aux patientes. Et donc, il a fallu quand même définir les moments où ça nous arrangeait le mieux de pouvoir faire ces téléconsultations. Et puis, on avait un peu la crainte aussi au départ d'avoir une qualité de consultation un peu moins bonne. On a quand même, vous le savez tous, une grande importance qui est dédiée à notre examen clinique. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on s'est limité dans notre offre intellectuellement et aussi par la crainte de ne pas proposer une consultation aussi optimisée qu'en présentiel. Et puis, par ailleurs, il a aussi fallu que nos secrétaires s'habituent à intégrer cette offre dans le discours qu'elles pouvaient tenir avec nos patientes. Et donc, il a fallu du temps pour que ça s'intègre dans notre activité. Il a fallu définir les motifs pour lesquels les patients pouvaient prendre rendez-vous en téléconsultation via Doctolib pour pas qu'il y ait des erreurs d'adressage, des patientes qui prennent rendez-vous pour des mauvais motifs. Et donc ça, nous l'avons signifié auprès de nos patients progressivement. Et puis sur la page de prise de rendez-vous de téléconsultation, on a défini les motifs de consultation pour lesquels on les accueillait dans notre cabinet virtuel. Et donc nous avons aussi facilité l'export de nos comptes rendus de consultation, de nos comptes rendus de nos ordonnances au format PDF. Nous fonctionnons ici dans le cabinet avec le logiciel Crossway que certains peuvent utiliser. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de manipulations à faire pour pouvoir extraire un fichier qui est chez nous enregistré au format Word, le transférer en format PDF, le passer ensuite sur Doctolib. Et donc voilà, il a fallu s'habituer à tout ça. Et donc nous avons modifié les plages horaires en fonction des demandes des praticiens. C'est ce que je disais tout à l'heure, des créneaux soit en début de demi-journée, soit en fin d'après-midi pour les messages qui sont habituellement gérés par mail ou par téléphone. Et donc dans nos agendas, ces créneaux sont identifiés par une couleur spécifique, parce qu'il faut que ces créneaux soient disponibles à la réservation par les patientes. Et il ne faut pas qu'on nous mette des doublons de rendez-vous par nos secrétaires qui, par mégarde, rajoutent un créneau de consultation présentielle en plus. Et donc, j'ai essayé de lister un petit peu les motifs et les téléconsultations qui ont été proposées par mes confrères. Alors, c'est vrai qu'en obstétrique, peu de confrères sont passés à la téléconsultation les mois précédents, beaucoup plus depuis maintenant 3 semaines. Et donc, il y a principalement eu des téléconsultations dans des rendus de résultats de biologie, le DPNI. Donc, certains ont eu l'occasion de rendre des résultats anormaux comme des protéinuries des 24 heures, comme certains résultats qui nécessitaient une consultation. Voilà. Mais c'est resté quand même en obstétrique. Les créneaux de téléconsultation, c'est quand même resté un peu à la marge. Je sais qu'on a eu aussi des téléconsultations qui ont été faites pour des visites postnatales, pour des patients qui avaient eu des accouchements simplex, sans anomalie du périnée, pour des patientes qui étaient suivies en ville par des sages-femmes. Et donc, la consultation de l'obstétricien a pu compléter le discours et l'examen clinique de la sage-femme. J'ai interrogé ma collègue qui est spécialisée en procréation médicalement assistée et c'est vrai qu'on a des interrogations qui sont fréquentes de la part des patientes sur les effets indésirables des traitements qu'elles peuvent avoir en cours de stimulation, l'adaptation des doses en cours de cycle. Alors, elle a très peu utilisé les téléconsultations en procréation médicalement assistée parce que le rappel des patientes quand on reçoit les résultats en cours de STIM, elle m'expliquait que c'est un petit peu compris dans le package qu'on doit rendre aux patientes et ajouter une téléconsultation, ce n'était pas dans
dans sa pratique. Moi, j'ai eu aujourd'hui des téléconsultations pour une adaptation de traitement hormonal de la ménopause chez une patiente que j'ai vue il y a quelques mois et qui avait besoin de modifier le traitement, donc je n'avais pas forcément besoin de refaire un examen clinique. J'ai eu aujourd'hui une patiente de moins de 25 ans sans facteur de risque cardiovasculaire qui avait besoin d'un renouvellement de contraception. Donc j'ai pu lui proposer une ordonnance et pratiquer une téléconsultation pour ce type de demande. Et puis, j'ai pu aussi rendre des résultats de frottis pathologiques et aussi des résultats de biopsie cervicale. Alors, pour notre pratique chirurgicale, on a proposé des téléconsultations suite à des interventions simples, donc des consultations post-opératoires. Je pense à une chirurgie comme la stérilisation tubaire par voie célioscopique. C'est vrai que l'examen clinique en post-opératoire de ces interventions, il est quand même très succinct. La patiente peut tout à fait montrer ses cicatrices de célioscopie et c'est des interventions qui sont quand même très peu à risque de complications. D'ailleurs, certains ne voient pas forcément et adressent les patientes parfois chez le médecin généraliste pour ces consultations. Donc, une téléconsultation peut tout à fait être proposée dans ce type de cas, comme des hystéroscopies simplex. Voilà, on peut trouver, pour ces chirurgies simples, on peut proposer ce type de téléconsultation. La survenue du confinement lié donc, à la pandémie du nouveau coronavirus a vraiment changé notre manière d'approcher la téléconsultation. On est vraiment passé de comment imaginer et proposer une consultation vidéo. Est-ce qu'il y a un intérêt vital, est-ce qu'il y a un intérêt à proposer cette consultation vidéo alors que la patiente peut très bien venir me voir au cabinet? Et maintenant, c'est plutôt est-ce qu'il y a un intérêt vital à maintenir cette consultation en présentiel? Est-ce que je ne fais pas prendre un risque à ma patiente de se déplacer et de risquer de contracter le virus? Et donc, du coup, on se découvre plein de possibilités de faire des téléconsultations. Donc, on a vraiment changé notre vision du problème et moi, je me rends compte qu'on adapte, vous allez certainement me faire des retours sur ce sujet, on adapte plein de petites techniques, des petites astuces. En fait, moi, je le vois pour des visites post-opératoires pour des patientes que j'ai opérées de cancer du sein. On peut demander à la patiente de pratiquer notre examen clinique pour des patients qui peuvent avoir une petite lymphocèle en arrière d'une cicatrice de mastectomie. La qualité de la vidéo permet tout à fait de voir s'il y a un hématome, s'il y a une cicatrice qui prend une bonne tournure ou s'il faut s'inquiéter. Et donc, on s'aide de la patiente en affinant notre interrogatoire et on s'aide de la patiente pour notre examen clinique et on arrive à mener des consultations qu'on n'aurait pas pensé être possible en téléconsultation assez facilement. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que moi j'avais un peu de crainte concernant ces consultations post-opératoires. Les patientes ne sont pas du tout rétives à exposer leurs cicatrices, à montrer le sein qui a été opéré à la caméra. Bon, je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui me concerne, parce que c'est une bonne partie de ma pratique. Et en fait, les patients proposent spontanément, voilà, docteur, est-ce que je peux vous montrer ma cicatrice? Des fois même, elles ne me posent pas la question, elles le font de manière spontanée. Et c'est vrai que la qualité de la retransmission vidéo permet largement de voir un hématome, une lymphocèle, une rougeur qui évoque une infection. On peut mesurer l'amplitude de mouvement du membre supérieur et les cordes lymphatiques qu'on peut voir après un prélèvement de ganglion sentinelle ou un curage axillaire. On peut même imaginer guider la patiente sur la description d'un nodule. Alors bon, je sais que là, je vais peut-être un petit peu loin parce que c'est des consultations qu'on n'a pas l'habitude de mener en vidéo, mais très facilement et très rapidement, on se rend compte que notre pratique va évoluer avec cette téléconsultation. Alors, mon propos n'est pas de dire que tout est possible en téléconsultation, loin de là, mais avec un peu d'imagination, on peut assez facilement lui trouver une place dans notre activité de consultation. Et c'est vrai qu'elle va quand même un petit peu au-delà de la valorisation qu'on peut donner à la consultation qui va remplacer une réponse par mail ou un appel téléphonique qui nous occupe quand même
une petite partie de notre journée en fonction de nos activités. C'est vrai que certains n'ont pas l'habitude d'échanger avec leurs patientes par mail, mais quand on a pris cette mauvaise habitude, ça occupe un petit peu de temps pendant nos journées et c'est jamais valorisé par une téléconsultation. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout passer en téléconsultation, mais dans certaines situations, le renvoi d'un mail déclenche une nouvelle question, déclenche un nouveau mail, et prendre 10 minutes pour poser les choses clairement avec la patiente en vidéo, qu'on fasse payer d'ailleurs cette consultation ou pas, ça permet d'avoir un échange beaucoup plus riche et de répondre mieux à nos patientes.